Croyez-vous qu'il existe un pays qui génère des milliards de dollars grâce au pétrole et aux diamants, mais où des millions de personnes doivent marcher des heures juste pour trouver un bidon d'eau potable? Des millions de familles vivent sans électricité, sans eau potable et même sans nourriture suffisante. Les femmes doivent porter près de 30 kg de marchandises en marchant des kilomètres sous un soleil brûlant, juste pour échanger quelques pièces de monnaie afin de nourrir toute la famille. À quel point la vie est-elle réellement dure en Angola? Numéro 1. Une vie sans électricité, sans eau propre. En tant que deuxième plus grand producteur de pétrole et quatrième producteur de diamants en Afrique, l'Angola génère chaque année d'énormes revenus grâce à ses ressources naturelles. Pourtant, la vie des habitants y est si pauvre qu'il est difficile d'y croire. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de la population angolaise vit avec moins de 3,65 $ par jour. Pour donner une idée, dans de nombreuses villes en France, cette somme ne suffirait même pas à acheter une tasse de café. Cependant, en Angola, c'est tout l'argent dont de nombreuses familles doivent se débrouiller pour couvrir une journée entière, des repas, de l'eau, jusqu'à tous les besoins essentiels. Si vous avez l'occasion de visiter l'Angola, en particulier les zones rurales, vous ressentirez très clairement la pénurie et la pauvreté qui y règnent. Des deux côtés de la route se trouvent de petites maisons construites en terre, en bois ou en tôles usées. Beaucoup de toits sont rouillés à cause du soleil et de la pluie. Les murs sont fissurés par des conditions climatiques extrêmes et le sol n'est qu'un simple lit de terre battue. À l'intérieur, il n'y a presque pas de meubles de valeur, juste quelques chaises en plastique usées, un lit simple, quelques casseroles qui ont servi pendant de nombreuses années et quelques vêtements accrochés au mur. Lorsque le soleil se couche, de nombreux villages semblent disparaître dans l'obscurité. Il n'y a pas d'électricité pour éclairer la maison, pas de ventilateur pour soulager la chaleur étouffante des tropiques et pas de réfrigérateur pour conserver la nourriture pendant la nuit. Les enfants qui veulent étudier n'ont d'autre choix que de s'asseoir à la lumière vacillante d'une bougie ou simplement d'attendre le matin suivant. En réalité, en 2023, le taux d'accès à l'électricité en Angola n'était que d'environ 51%. Les Nations Unies ont également signalé qu'environ 51% de la population vit dans une pauvreté multidimensionnelle, ce qui signifie qu'il manque non seulement d'argent, mais aussi d'électricité, d'eau potable, d'éducation, de soins, de santé et de nombreux autres services essentiels. En Angola, la pauvreté ne se limite pas à un portefeuille vide. Elle s'immisce dans presque tous les aspects de la vie. L'eau potable en est l'exemple le plus frappant. Alors que dans de nombreux endroits du monde, il suffit d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau à boire, ici, chaque bidon d'eau doit être échangé contre des heures de marche sous un soleil brûlant. Sur les chemins de terre, rouges couverts de poussière, l'image la plus familière est celle des femmes et des enfants, portant ou traînant de grands bidons en plastique, parcourant des kilomètres pour trouver une rivière, un étang ou tout autre endroit où il reste de l'eau. Ce qui est triste, c'est que cette eau n'est souvent pas propre. Elle est trouble, mélangée à de la boue, parfois pleine de déchets ou de cadavres d'animaux. Tout le monde comprend que boire cette eau peut rendre toute la famille malade, mais s'ils ne ramènent pas d'eau, ils n'auront rien pour cuisiner, se laver, ou simplement étancher leur soif pendant la journée. Dans de nombreuses zones rurales, les habitants doivent marcher très loin pour trouver un petit dispensaire. Même une fois arrivés, ils peuvent se heurter à un manque de médecins, de médicaments et même d'équipements médicaux de base. Être si pauvre que qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui devient une question épineuse. Dans les zones les plus pauvres, faire des réserves de nourriture est presque un luxe. Beaucoup de familles n'ont qu'un seul repas par jour. Mais avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous aimerions savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 2. La cuisine de survie des pauvres en Angola. Dans les maisons précaires des banlieues ou des villages pauvres, le déjeuner et le dîner tournent souvent autour d'une marmite de fung. Ce plat est fait de farine de manioc ou de maïs continuellement remuée dans de l'eau bouillante jusqu'à obtenir une consistance épaisse, semblable à une bouillie, mais beaucoup plus dense et lourde. Pour les familles plus aisées, le funge peut être accompagné de poissons, de viande mijotée ou de légumes. Mais dans de nombreux foyers pauvres, ce morceau de pâte blanche est souvent servi sans rien d'autre.
pas de viande, pas de poisson, pas de légumes. Parfois, toute la famille n'a qu'un bol d'eau salée diluée quelques gouttes d'huile de palme rouge ou un peu d'eau sucrée pour tremper. Certains doivent boire de l'eau pour pouvoir avaler chaque bouchée de cette pâte épaisse. Lorsque l'argent vient à manquer pour acheter de la farine raffinée, ils doivent se contenter de farine de manioc brute, encore mélangée à l'écorce. Bien que difficile à digérer et pouvant causer des ballonnements, cette sensation reste plus agréable que de passer la journée le ventre vide. Quand même la viande devient un luxe, les pauvres d'Angola commencent à exploiter presque toutes les parties restantes des animaux. Les morceaux de viande les plus savoureux sont souvent vendus aux personnes plus fortunées. Dans les marchés près des abattoirs, les travailleurs cherchent à acheter des têtes, des pattes, des griffes, des entrailles de la peau ou des morceaux d'os ne contenant qu'un peu de graisse et de cartilage. Ceux-ci sont nettoyés puis mijotés pendant des heures sur un feu de bois pour en extraire chaque nutriment. Dans les endroits sans électricité ni réfrigérateur, le poisson frais est également difficile à conserver. Ainsi, de nombreuses familles doivent se contenter de petits poissons séchés et salés. Mais même ce type de poisson ne peut pas être consommé en une seule fois. Chaque jour, il ne casse qu'un petit morceau à mettre dans l'eau ou la soupe pour en rehausser le goût, essayant de faire durer un poisson sur plusieurs jours. À cela s'ajoute l'huile de palme rouge, un ingrédient bon marché mais riche en énergie. Quelques gouttes versées sur la farine de maïs ou les légumes bouillis suffisent à apporter des graisses à leur repas et à donner aux travailleurs un peu plus de force. Lorsque les ressources alimentaires s'épuisent encore plus, la nature devient le dernier réservoir de secours. Certaines familles doivent chercher des larves et des insectes dans des troncs d'arbres pourris. Elles sont nettoyées, grillées ou rôties avec un peu de sel et de piment pour compléter leur apport en protéines. Chaque saison des pluies, lorsque les termites ailés et les sauterelles sortent en essaim, les habitants utilisent des bassines, des paniers ou tout autre ustensile disponible pour les attraper. Après avoir enlevé les ailes, elles sont grillées jusqu'à devenir croustillantes et mangées avec de la farine de maïs comme une source de protéines bon marché. Mais ce n'est pas tout. L'Angola propose également des plats qui peuvent faire hésiter de nombreux touristes. D'abord, il y a les chenilles mopanes frites. Ces grosses chenilles rondes sont récoltées sur les arbres mopanes, puis séchées ou frites avec du sel. Pour les habitants, c'est une source précieuse de protéines, mais pour beaucoup d'étrangers, rien que leur apparence suffit à leur donner des frissons. Dans de nombreuses zones rurales, les rats des prairies sont également considérés comme une source de viande familière. Après avoir été nettoyés et assaisonnés, ils sont grillés sur des braises. Beaucoup de locaux affirment que la viande de rat est plus douce et plus ferme que celle du poulet. Le dernier choc est le katatos, un plat de grandes fourmis rôties à l'ail. Chaque saison des pluies, les habitants récoltent des fourmis aussi grosses que le bout de leurs doigts, puis les font sauter avec du sel et de la graisse. Elles ont un goût riche et gras, semblable à celui des châtaignes. Mais mâcher ces insectes croustillants sera sans aucun doute une expérience inoubliable pour la plupart des touristes. Numéro 3. Luanda. Le cauchemar coûteux au cœur de la pauvreté. Alors qu'une famille locale s'entasse dans une maison en tôle, à la périphérie de l'autre côté de la ville, la vie est d'une extravagance surprenante. Certains sont prêts à débourser l'équivalent de centaines d'années de revenus juste pour louer un appartement pendant 30 jours. Depuis de nombreuses années, Luanda figure parmi les villes les plus chères au monde pour les étrangers, dépassant même Paris ou Zurich à certains moments. La raison en est qu'Angola dépend encore énormément des importations. Après des décennies de guerre civile, la capacité de production nationale est limitée, ce qui oblige à importer presque tous des appareils électroniques aux denrées alimentaires. Avec les taxes d'importation et les frais de transport, le prix des biens est multiplié plusieurs fois avant d'atteindre le consommateur. Un MacBook à Luanda coûtait autrefois environ 4 000 $ américains, presque le double de son prix en France. Mais les appareils électroniques ne sont pas les plus chers. Pour louer un appartement haut de gamme au centre de Luanda, vous pourriez devoir payer jusqu'à 15 000 $ américains par mois. Avec cette somme, vous pourriez tout à fait louer un appartement de luxe dans les quartiers les plus chers de Paris et avoir encore une somme considérable de reste. Cependant, ce qui est frappant, ce n'est pas le prix mais l'écart de richesse qu'il engendre. Un travailleur local ne gagne en moyenne qu'environ 50 $ américains par mois. Cela signifie qu'il devrait travailler environ 25 ans sans manger ni boire pour pouvoir louer cet appartement pendant un seul mois. Même un repas modeste coûtant environ 10 $ américains peut représenter le revenu de plusieurs jours, voire d'une semaine de travail. Cette disparité se manifeste également dans les besoins les plus fondamentaux. Alors que les quartiers riches disposent d'eau potable et de générateurs privés, de nombreuses familles pauvres doivent acheter de l'eau à des camions-citernes, à des prix parfois plus élevés que ceux de l'essence.
Rien que le coût de l'eau peut représenter jusqu'à un tiers du revenu de toute la famille. L'électricité n'est pas mieux. En raison de l'instabilité fréquente du réseau électrique, les quartiers riches doivent faire fonctionner des générateurs à un coût pouvant atteindre 3 000 $ américains par mois. Pendant ce temps, de nombreux bidonvilles plongent dans l'obscurité lorsque la nuit tombe. Même la nourriture est devenue un article de luxe. Un pastèque importé coûtait environ 100 $ américains, tandis qu'une botte d'asperges coûtait environ 20 $ américains. Pour de nombreuses familles, même un œuf doit être soigneusement considéré avant d'être acheté. Cet écart s'étend même aux soins de santé. Si vous avez environ 500 $ américains, vous pouvez accéder à des cliniques internationales bien équipées. Sinon, vous devez attendre dans des hôpitaux publics surchargés, où même les bandages ou les analgésiques peuvent parfois faire défaut. À Luanda, l'argent ne détermine pas seulement dans quelle maison vous vivez, mais aussi si vous avez de l'eau potable, de l'électricité pour vous éclairer et si vous pouvez être soigné lorsque vous tombez malade. Mais au milieu d'un pays où l'eau potable, la lumière et même un repas sont devenus des privilèges, ce sont les femmes angolaises qui portent silencieusement le poids de la famille, de la tradition et de la résilience de cette nation. Numéro 4. Les femmes angolaises et les fardeaux invisibles. Croyez-vous qu'en Angola, certaines femmes doivent porter sur leur tête des charges pesant près de 30 kg, marcher pendant des heures sous un soleil brûlant, puis rentrer chez elles pour continuer à porter le poids de la vie d'une famille? C'est une image que l'on peut croiser chaque jour dans les marchés animés sur les routes périphériques de Luanda ou dans les villages reculés du sud de l'Angola. Dès le matin, les femmes exposent des légumes, du poisson séché, du pain et divers petits articles au bord de la route. Certaines d'entre elles vendent tout en s'occupant de leurs enfants et en comptant chaque centime pour s'assurer d'avoir assez de nourriture pour toute la famille à la fin de la journée. Dans certaines communautés comme Mumwila, il suffit de regarder les cheveux d'une femme pour deviner son âge, si elle est mariée ou non, et quelle position elle occupe dans la communauté. Les tresses ornées d'argile rouge, d'huile naturelle et de perles ne sont pas seulement des ornements, mais aussi une véritable carte d'identité portée sur la tête, préservant leur identité et l'histoire de leur vie. Mais à quelques centaines de kilomètres de la capitale Luanda, vous découvrirez un monde totalement différent. Des jeunes femmes portent des robes modernes, utilisent des smartphones et travaillent dans des bureaux des banques ou des magasins. Cependant, lors d'occasions importantes, beaucoup choisissent encore des tissus samakaka aux motifs noirs, rouges et dorés éclatants. Derrière cette apparence forte se cache une vie loin d'être facile. L'Angola a connu près de 3 décennies de conflits prolongés. Dans de nombreuses familles, les femmes ont dû prendre en charge la gestion des finances, l'éducation des enfants, la recherche de nourriture et le maintien de la cohésion familiale. Même lorsque le pays entre dans une nouvelle phase, ce rôle ne disparaît pas. Plus on s'éloigne de la ville, plus le rôle des femmes se manifeste à travers des règles communautaires anciennes. Dans certains groupes, le mariage n'est pas seulement une affaire entre 2 personnes. Il implique également les familles, l'honneur, la dot et la reconnaissance de toute la communauté. Un jeune homme souhaitant se marier doit souvent prouver qu'il est suffisamment mature, capable de travailler et en mesure de prendre soin d'une famille. Lors de telles cérémonies, les femmes ne se contentent pas d'observer de l'extérieur, elles peuvent être évaluatrices, choisisseuses ou même refusées. Un hochement de tête d'une jeune fille peut parfois être aussi important que le consentement des 2 familles. Cela crée une paradoxale et fascinante situation. Dans la vie quotidienne, les femmes peuvent subir de fortes pressions économiques liées à la maternité et aux responsabilités familiales. Mais lors de certaines cérémonies et décisions matrimoniales, elles détiennent une voix que l'on ne perçoit pas toujours de l'extérieur. De plus, la vie spirituelle occupe toujours une place très importante. Avant le mariage, certaines jeunes filles peuvent vivre une période de séparation de la communauté. Les proches préparent de la nourriture, prennent soin de leur corps, les guident sur les comportements dans la vie conjugale et réalisent des rituels pour attirer la chance. Les feuilles sauvages, l'odeur de la fumée, les prières ou les chants ne proviennent pas seulement de la peur. Pour de nombreuses familles, c'est leur manière de protéger la mariée avant un tournant crucial de sa vie. Numéro 5. La beauté de la soif et le paradoxe de la liberté. En Angola, il y a des personnes qui ne se lavent pas les cheveux pendant plusieurs mois. Dans les terres arides du sud de l'Angola, où un bidon d'eau potable doit parfois être réservé pour boire, cuisiner et survivre, les cheveux ne sont plus simplement une question d'esthétique. Pour certaines communautés autochtones, les cheveux sont tressés en mèches serrées, puis recouverts d'un mélange d'argile rouge, de beurre ou de graisse animale. De l'extérieur, cela peut sembler être une coiffure élaborée, que beaucoup doivent passer des heures dans un salon pour obtenir. Mais pour eux, cela naît d'un besoin très pratique, protéger le cuir chevelu de la chaleur de la poussière, et limiter l'utilisation de cette précieuse ressource qu'est l'eau, juste pour se laver les cheveux.
Ainsi, une coiffure peut être conservée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pas besoin de shampoing, pas besoin de sèche-cheveux, et pas besoin de suivre une tendance quelconque. Ce que nous appelons style pour eux, était une manière de s'adapter à leur environnement. De plus, après des décennies de vie, marquées par l'instabilité, à la pénurie et les pertes, de nombreux Angolais ont développé une façon de vivre très différente, ne pas accorder trop de confiance au lendemain. Vous pouvez le constater chaque week-end. Dans les bars de Luanda, dans les rues bondées ou même au cœur des quartiers pauvres, la musique résonne, la bière est servie et les gens dansent comme si la semaine précédente n'avait jamais été marquée par des événements tragiques. Certaines personnes travaillent toute la semaine, reçoivent leur salaire à la fin du mois et dépensent presque tout en quelques jours. Ce n'est pas que tout le monde manque de sens de l'épargne. Quand vous ne savez pas de combien le prix des aliments va augmenter la semaine suivante, si votre emploi sera toujours là, ou quel événement va frapper votre famille, un festin, ce soir, devient parfois la seule certitude que vous pouvez saisir. Ainsi, des riches sortant des immeubles en verre de Luanda, aux travailleurs vivant dans des logements exigus en périphérie de la ville, beaucoup choisissent de porter leurs plus beaux vêtements, de mettre la musique à fond et de danser. Jusqu'à épuisement. Ce n'est pas nécessairement un optimisme naïf. Parfois c'est une manière pour les gens de se protéger de la sensation que la vie est uniquement faite de difficultés. Mais derrière ces rues pleines de musique, se cache une Angola totalement différente. Il suffit de franchir les portes de certaines prisons pour que la liberté dans les rues disparaisse instantanément. De nombreux établissements de détention font face à un surpeuplement sévère, avec un nombre de détenus dépassant largement leur capacité initiale. Imaginez une pièce qui ne peut accueillir que quelques dizaines de personnes, mais qui en compte plusieurs fois plus. Pas assez de lits, ceux qui arrivent après doivent dormir par terre, entassés les uns contre les autres, ou se relayer pour se reposer. Les toilettes communes sont constamment utilisées. L'air est lourd de chaleur humaine, de sueur, et d'un manque de ventilation. Dans de telles conditions, une maladie ordinaire peut se propager dans toute la pièce, en peu de temps. La nourriture fait défaut, l'eau potable est limitée, et parfois le luxe, le plus précieux, n'est pas un bon repas, mais simplement un espace suffisant pour étendre les jambes. C'est le paradoxe douloureux de l'Angola. De l'autre côté des murs, les gens dansent pour oublier ce qui s'est passé et ne plus s'inquiéter de demain. Mais, à quelques mètres de là, des milliers d'autres doivent compter chaque place, chaque gorgée d'eau et chaque respiration pour survivre à la journée. Numéro 6. Un trafic chaotique mais organisé. Non seulement cela, mais à Angola, les feux de circulation sont parfois simplement indicatifs. Le matin à Luanda, la capitale, lorsque des millions de personnes envahissent les rues pour arriver à l'heure au travail, la circulation se transforme rapidement en une négociation silencieuse. Au milieu de ce flot de voitures, le personnage le plus familier est sans doute le Kandonguero, ces vans Toyota Hiace bleus et blancs, considérés comme la colonne vertébrale du système de transport public. Un véhicule conçu à l'origine pour environ 12 passagers, mais aux heures de pointe ce nombre peut facilement doubler. Les sièges sont remplis, des gens se tiennent serrés contre les portes, les bagages débordent à l'arrière, et parfois même du bétail accompagne les passagers. Pour de nombreux Angolais, réussir à monter dans un véhicule et arriver à l'heure au travail est déjà un bon début de journée. Ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de cette foule, tout fonctionne d'une manière très particulière. Au lieu d'utiliser les clignotants comme dans de nombreux autres endroits, le conducteur adjoint se contente de sortir le bras par la fenêtre et d'effectuer quelques gestes familiers. Cela suffit pour que les autres chauffeurs comprennent que le véhicule va tourner, s'arrêter ou se ranger sur le côté. Après de nombreuses années, ces gestes sont devenus presque un langage de la circulation que seuls les Angolais peuvent déchiffrer en un instant. Au milieu de ce flot de voitures apparemment chaotiques, vous pouvez parfois apercevoir une scène très particulière. Sous un soleil atteignant parfois près de 40 degrés Celsius, des policiers de la circulation se tiennent au milieu des carrefours, régulant le trafic, avec des mouvements si fluides que de nombreux touristes pensent qu'ils sont en train de faire un spectacle. Mais derrière ces gestes gracieux, se cachent des règles très strictes. Une petite infraction peut vous coûter une amende équivalente à presque un mois de salaire pour un travailleur ordinaire. En quittant le centre de Luanda, le voyage se transforme en un autre défi. De nombreuses routes sont parsemées de nids de poules et de crevasses, obligeant les véhicules à manœuvrer constamment pour les éviter. C'est pourquoi de nombreux conducteurs se transmettent une règle non écrite: le véhicule le plus grand, le klaxon le plus fort ou le conducteur le plus déterminé aura souvent la priorité. Et sur un court tronçon de route, vous pouvez croiser deux images totalement opposées. Une voiture de luxe, valant des millions de dollars, roulant à côté d'une moto, transportant toute une famille,
avec des sacs de charbon empilés jusqu'à la tête. Ce simple tableau reflète déjà l'énorme écart de richesse en Angola. Mais même après avoir surmonté le flot de voitures et atteint votre destination, le défi n'est pas encore terminé. À Luanda, les places de stationnement légales sont rares. C'est pourquoi, sur les trottoirs, des jeunes locaux s'approchent souvent pour vous aider à manœuvrer votre véhicule et proposent de surveiller votre voiture. Ils recevront une petite somme pour garder le véhicule. Pour de nombreux conducteurs, cela ressemble presque à une taxe non officielle. Car si vous partez sans payer, personne ne peut garantir que votre voiture sera encore intacte à votre retour. Numéro 7. Le tourbillon de la jeunesse et la dynamique provenant du fond de la pauvreté. Il y a une chose particulière ici, vous pouvez marcher toute une journée en Angola sans presque jamais croiser de personnes âgées. En fait, si vous avez plus de 25 ans, vous êtes déjà plus âgé que la plupart des gens qui vous entourent. Ce n'est pas une impression, mais la réalité d'un des pays les plus jeunes du monde. L'âge moyen de la population angolaise n'est que d'environ 16 à 10 à 7 ans. Alors que de nombreux pays développés font face à un vieillissement de leur population dans les rues d'Angola, sur 10 personnes que vous croisez, environ 7 n'ont pas encore 25 ans. Les écoles, les quartiers résidentiels, les marchés et les gares sont toujours remplis d'enfants et d'adolescents. En moyenne, chaque femme ici donne naissance à environ 5,5 enfants, créant une structure démographique avec une base élargie où des millions de jeunes entrent dans la vie active. Cependant, naître dans un pays jeune ne signifie pas avoir plus d'opportunités. Pour de nombreux jeunes Angolais, le chemin vers une vie meilleure se résume parfois à un simple panier de basket. Le basketball est presque le sport le plus populaire du pays. L'équipe nationale angolaise a été championne d'Afrique à 11 reprises et est devenue une fierté pour de nombreuses générations. Ainsi, partout des ruelles étroites, aux vieux terrains de jeu, en passant par des terrains poussiéreux, vous pouvez voir des groupes de jeunes s'entraîner avec acharnement. Pour beaucoup, chaque lancer de balle n'est pas simplement un match, mais l'espoir d'être repéré par un club, d'avoir un revenu stable et d'aider toute la famille à changer de vie. Mais tout le monde n'a pas la chance de poursuivre ce rêve. Lorsque le soleil se lève, de nombreux enfants qui devraient porter leur sac d'école se retrouvent avec une boîte de cirage, un plateau de marchands ambulants ou de vieux sacs. Aux carrefours animés, ils se faufilent entre les véhicules pour vendre des bouteilles d'eau ou des paquets de biscuits. Dans les bidonvilles, beaucoup passent la journée à fouiller les déchets à la recherche de matériaux recyclables, juste pour échanger quelques pièces, afin d'acheter de la nourriture pour leur famille. Certains n'ont même pas 10 ans, mais savent déjà marchander avec les clients, calculer les bénéfices et subvenir à leurs besoins, comme des adultes. On estime que des millions d'enfants angolais doivent travailler très tôt pour contribuer à la survie de leur famille. C'est aussi le plus grand paradoxe de l'Angola. Ce pays possède une énorme population jeune, mais manque d'écoles d'emploi et d'opportunités pour transformer cette jeunesse en une main-d'œuvre qualifiée. Alors que plus de 70% de la population est en âge d'apprendre et de se former, le système éducatif dans de nombreux endroits est encore saturé. Ainsi, de nombreuses mains, qui pourraient devenir ingénieurs, médecins ou opérateurs dans l'industrie pétrolière, passent leur jeunesse sur les trottoirs, à gagner leur vie. Un pays riche en ressources, mais dont la richesse la plus précieuse, sa jeunesse, lutte chaque jour pour trouver des opportunités de changer de vie. Numéro 8. Des œuvres architecturales qui dépassent l'imagination. Peux-tu le croire? Certains bâtiments célèbres n'ont pas été construits à l'endroit prévu, mais sont apparus à cause d'une tempête. Cela semble tiré d'un film, mais c'est pourtant une histoire vraie en Angola. En plein cœur de la capitale Luanda se trouve le Palacio de Ferro, ou Palais de Fer. Ce qui rend ce bâtiment si particulier, ce n'est pas seulement son architecture en fer rare en Afrique, mais aussi la personne qui l'a conçu. Selon de nombreux experts en architecture, il s'agit d'une œuvre de Gustave Eiffel, l'homme derrière le monument le plus célèbre de France, la Tour Eiffel. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce bâtiment n'était pas à l'origine destiné à l'Angola. Au départ, il a été fabriqué en France et devait être expédié en Australie. Cependant, lors de sa traversée de l'océan, le navire transportant tous les éléments a rencontré une tempête violente et a dérivé jusqu'au port de Luanda. Ramener cette énorme structure en acier à son itinéraire initial aurait été trop coûteux. Alors finalement, on a décidé de l'assembler ici même. C'est ainsi qu'à cause d'un simple détour en mer, l'Angola s'est retrouvé avec l'un des bâtiments en fer les plus célèbres du monde. Mais l'océan ne réserve pas que des surprises. Certaines choses, une fois retenues par la mer, n'ont presque jamais la chance de s'en aller. Non loin de Luanda, se trouve le Cemiterio dos Navios, le célèbre cimetière de navires d'Angola. Sur la plage, qui s'étend des dizaines de grands cargos et de bateaux de pêche,
sont échoués recouverts d'une couche de rouille après des décennies d'abandon. Une partie d'entre eux a été échouée à cause des courants marins. D'autres ont été laissés là, après les années tumultueuses du pays. Et avec le temps, tout cela a transformé cet endroit en un paysage à la fois étrange, troublant. Ici, vous n'entendrez plus le bruit des moteurs, ou les sirènes des bateaux venant de la mer. À la place, il n'y a que le bruit des vagues qui frappent la coque, en acier rouillé, le vent qui siffle à travers les cales vides et l'odeur de rouille flottant dans l'air. Chaque navire ressemble à une vie qui a un jour vogué sur les mers, mais qui a finalement trouvé la fin dans le silence. Si le palais de fer est la preuve qu'une tempête peut accidentellement changer le destin d'un bâtiment, le cimetière de navires rappelle que la mer a aussi sa propre manière de conserver ce que l'homme a oublié. Plus qu'une simple attraction insolite, cet endroit ressemble à un musée en plein air, des voyages qui n'ont jamais eu la chance de revenir. Mais ce n'est pas la chose la plus étonnante. Plus vous explorez ce pays, plus vous découvrirez d'autres choses fascinantes. Numéro 9. Les coutumes qui donnent des frissons en Angola. L'une des coutumes les plus particulières appartient à la tribu Mouila avec le rituel Vambo. Lorsqu'une fille atteint la puberté, sa mère façonne avec de la boue, de la paille et de la graisse animale de grands colliers qu'elle enroule autour du cou de sa fille. La jeune fille doit les porter en permanence jusqu'à son mariage. Plus elle a de colliers, plus la famille est considérée comme ayant un statut et des moyens, même si son cou doit supporter ce poids pendant de nombreuses années. Même après la mort, beaucoup croient que le voyage n'est pas terminé. Dans certaines régions rurales de l'Angola, les familles engagent des groupes de femmes spécialisées dans le deuil pour les funérailles. Elles pleurent, se roulent par terre et racontent des histoires pendant des heures pour faire leurs adieux aux défunts. Pour les locaux, c'est une manière d'aider l'âme à trouver le repos et à achever son voyage vers l'au-delà. Cette croyance se manifeste dès la construction d'une maison ou le début des récoltes. Dans certaines communautés, les habitants réalisent un rituel de sacrifice de poules ou de chèvres pour demander la bénédiction de la terre, la solidité de la maison et des récoltes prospères. Si ce rituel est omis, beaucoup croient que des malheurs peuvent frapper toute la communauté. Même un nom a une signification particulière. Dans certaines tribus du sud de l'Angola, il est évité de prononcer le nom d'un défunt, car on pense que cela pourrait faire en sorte que l'âme reste attachée au vivant. Si un enfant porte le même nom qu'une personne récemment décédée, la famille procède parfois à une cérémonie de changement de nom pour éviter les malheurs. Cette atmosphère mystique atteint son apogée lors des festivals des Chokwe. Au milieu des tambours résonnants, des hommes vêtus de costumes en écorce portant des masques en bois se transforment en ancêtres lors de danses traditionnelles. Les femmes et les enfants sont souvent avertis de ne pas fixer ces masques, car cela est considéré comme un acte de manque de respect envers les âmes, selon les croyances de la communauté. Numéro 10. Zone interdite de l'objectif. En Angola, un simple clic de l'appareil photo qui semble inoffensif peut transformer un voyage en un véritable cauchemar. Ce qui surprend de nombreux touristes, c'est que des choses qui sont autorisées dans la plupart des pays peuvent devenir des zones interdites en Angola. Les bâtiments gouvernementaux, les postes de police, les installations militaires ou de nombreuses constructions appartenant à l'appareil d'État sont strictement protégés. Si vous laissez accidentellement ces lieux apparaître dans votre cadre, même si votre intention est simplement de photographier un paysage ou de conserver un souvenir, les forces de sécurité peuvent exiger une vérification de votre équipement, effacer toutes les images et procéder à un interrogatoire sur place. Pour eux, ce n'est pas simplement une photo mais une question de sécurité nationale. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que même les billets de banque dans votre portefeuille peuvent devenir un problème. À l'ère des réseaux sociaux, prendre des photos d'argent liquide ou filmer des vidéos pour montrer ses biens est devenu très courant. Cependant, en Angola, le fait de filmer des billets de Kwanza a été considéré comme une insulte à un symbole national et peut entraîner des conséquences juridiques très graves. Les autorités estiment que ces images peuvent être utilisées pour falsifier de la monnaie ou nuire à l'image économique du pays. Ce que beaucoup considèrent comme un contenu divertissant sur Internet peut ici vous confronter à une enquête. Cette sensibilité s'étend même au point de sortie du pays. Pendant de nombreuses années, l'Angola a appliqué une réglementation interdisant de sortir des Kwanza du territoire. Si les forces de sécurité découvrent que vous avez encore de la monnaie locale dans votre portefeuille ou vos bagages en quittant le pays, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate à l'aéroport. Par conséquent, avant de monter dans l'avion, de nombreux voyageurs sont contraints de convertir tous leurs Kwanza restants en dollars américains ou de tenter de tout dépenser. Beaucoup acceptent même de laisser derrière eux des petites coupures, car ils ne veulent pas que leur vol de retour soit remplacé par de nombreuses heures de travail avec les autorités. Dans de nombreux pays, un téléphone portable n'est qu'un outil pour conserver des souvenirs.
Mais en Angola, avant de lever l'appareil, pour photographier quoi que ce soit, la première chose à laquelle vous devez penser n'est pas si l'angle de la photo est beau, mais si frontière légale. Numéro 11. Fossile vivant, au milieu du désert. Le plus ancien de la planète. Croyez-vous qu'il existe sur Terre? Un endroit où après quelques heures de marche, égarées, vos traces de pas peuvent être effacées par le vent, comme si elles n'avaient jamais existé. Un lieu où des créatures ont vu le jour, bien avant que de nombreuses civilisations humaines n'émergent. C'est précisément le sud de l'Angola. L'aventure commence dans le désert de Namib, le plus ancien désert de la planète âgé d'environ 55 millions d'années. Alors que les ancêtres de l'humanité n'étaient pas encore apparus, cet endroit était déjà une mer de sable immense. Après des dizaines de millions d'années d'érosion par le vent, les dunes de sable orange et rouge atteignent jusqu'à 300 mètres de hauteur, équivalent à un immeuble d'environ 90 étages. Debout au sommet d'une dune, devant vous s'étendent des vagues de sable qui s'étirent jusqu'à l'horizon, tandis que vos traces derrière vous sont rapidement effacées par le vent. Mais, ce qui est encore plus étrange, c'est que, au milieu de cette terre, presque sans pluie, se trouve la Welwitskia mirabilis, une plante capable de vivre près de 2000 ans. Tout au long de sa vie, elle ne produit que 2 feuilles. Au fil des centaines et des milliers d'années, ces 2 feuilles sont déchirées par le vent, en d'innombrables bandes longues, amenant beaucoup de gens à croire qu'il ne s'agit que d'un tas d'herbes sèches. Pourtant, grâce aux gouttes de brouillard, provenant du courant marin froid de Benguela, cette plante persiste à exister comme un témoin vivant de l'histoire de la Terre. C'est également le courant de Benguela qui a façonné la côte des Squelettes, l'une des côtes les plus périlleuses d'Afrique. Un brouillard épais dissimule les récifs, provoquant de nombreux naufrages au cours des siècles. Aujourd'hui encore, des épaves rouillées et des squelettes de baleines blanches gisent éparpillés sur le sable, rappelant la puissance implacable de la nature. Si le Namib est le symbole de la nature sauvage, l'antilope noire géante est le symbole de l'Angola. Avec ses cornes recourbées, mesurant près de 2 mètres, c'est une espèce que l'on ne trouve que dans ce pays. Il fut un temps où le monde entier croyait qu'elles avaient disparu après des années de conflits. Mais les conservationnistes ont été surpris de découvrir que quelques individus survivaient discrètement dans des forêts reculées. Aujourd'hui, elles sont strictement protégées dans le parc national de Kangandala et figurent sur les billets de banque, les timbres et le logo de l'équipe nationale de football. Pour le peuple angolais, l'antilope noire géante n'est pas seulement un animal rare, mais aussi un symbole de la résilience de leur propre pays. Numéro 12. Les festivals uniques en leur genre. Si vous avez l'occasion de mettre les pieds en Angola pendant la saison des festivals, vous remarquerez rapidement une chose ici, on ne sait pas vraiment célébrer de manière discrète. Pour de nombreux Angolais, les festivals ne sont pas simplement une forme de divertissement, mais un moment rare, où toute la communauté peut temporairement oublier les pressions de la vie quotidienne et vivre pleinement ensemble. Le plus éclatant est le carnaval de Luanda, le plus grand festival du pays, qui se déroule au début de l'année. Dès le matin, les rues du centre de la capitale sont bondées de monde. Des dizaines de milliers de personnes, vêtues de costumes éclatants, forment des cortèges qui s'étendent sur des kilomètres. Le son des tambours, des cris de joie et des mélodies de samba, la danse traditionnelle angolaise, résonne en continu, faisant vibrer toute la ville. Sous le soleil brûlant de l'Afrique, beaucoup dansent pendant des heures, jusqu'à l'épuisement. Pour eux, ce n'est pas seulement une fête, mais aussi un moyen de mettre de côté les souvenirs difficiles, afin de commencer ensemble une nouvelle année pleine d'espoir. Si le carnaval de Luanda reflète le rythme de la vie urbaine moderne, le festival de Lubango dans le sud ouvre un monde complètement différent. C'est l'occasion pour les communautés locales, comme les Mumuila ou les Muila, de se rassembler pour préserver des traditions culturelles qui ont traversé les générations. Ce qui impressionne le plus, ce sont les femmes avec leurs cheveux recouverts d'argile rouge, tressés de manière complexe et ornés de grands colliers fabriqués à partir de matériaux naturels. Chaque coiffure, chaque couche d'argile ou chaque collier a une signification liée à l'âge, au statut ou à l'identité du clan. Alors que dans de nombreuses parties du monde, les bijoux coûteux sont considérés comme un symbole de beauté, ici ce sont les matériaux simples de la terre et de la nature, qui sont la fierté de toute une communauté. En quittant les hauts plateaux, l'atmosphère devient animée au festival de musique de Sumba. L'Angola est considéré comme le berceau de la célèbre danse Kizomba et ce festival attire des milliers de personnes de tout le pays qui viennent se plonger dans la musique. Lorsque le soleil se couche, la plage de Sumba se transforme en une immense scène en plein air. La musique résonne toute la nuit, tandis que des groupes d'amis, des familles ou des couples dansent sur le sable jusqu'à l'aube.
Pour de nombreux jeunes Angolais, ce n'est pas seulement un festival de musique, mais aussi une occasion de se rencontrer, de se connecter, et de ressentir pleinement l'esprit ouvert et solidaire de la population locale. Pour clore ce voyage, il y a la Festa da Ilha, un festival lié à la vie des communautés de pêcheurs sur l'île de Luanda. Avant que les bateaux ne repartent en mer pour une nouvelle saison de pêche, les habitants apportent des offrandes à la mer pour exprimer leur gratitude et prier pour des voyages sûrs et fructueux. Après la cérémonie, des festins de fruits de mer sont organisés sur le sable où familles, voisins et amis se rassemblent. Au milieu du bruit des vagues et de l'odeur de la mer salée, ce festival montre une chose très particulière en Angola pour de nombreuses communautés côtières. L'océan n'est pas seulement une source de subsistance, mais aussi une partie intégrante de leur vie spirituelle et de leur identité. L'Angola est une terre de paradoxes où la richesse des ressources coexiste avec des défis très quotidiens, et c'est justement cela qui a façonné un pays plein de vitalité et de caractère. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Terre d'Origine et d'activer la cloche de notification pour nous accompagner dans nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.